Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour, cher public. Bienvenue à cette édition de On parle techno, donc l'édition de décembre 2022. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise lauréate du concours PME en Lumière, partenariat de l'année, qui est présenté par l'AQT en collaboration avec la Banque nationale. C'est D-Box qui s'est mérité cette année le prix. Alors, j'ai avec moi pour discuter de cette belle entreprise Sébastien Mayotte, le PDG de l'entreprise, ainsi que le vice-président Stéphane Vidal. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nicole. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sébastien, Stéphane, chez D-Box, vous avez fait votre marque avec la technologie haptique en salle de cinéma, mais vous avez développé plusieurs autres produits. J'aimerais ça qu'on remonte un petit peu dans le temps, que vous nous expliquiez un peu les débuts de D-Box, les premières technologies développées chez vous, puis quels ont été les grands jalons pour nous amener jusqu'à maintenant. On est dans le divertissement, fait qu'on va essayer de faire une belle petite histoire avec les 25 dernières années, parce que D-Box va fêter en 2023 c'est 25 ans. À l'origine, D-Box était une entreprise qui fabriquait des haut-parleurs. Donc, c'était des jeunes musiques qui ont lancé ça. On est dans les fins des années 90. Donc, des inventeurs, comme on en a beaucoup au Québec, qui ont décidé qu'ils se lançaient là-dedans. Ils ont tous développé leur haut-parleurs. Ils sont allés en Asie avec plein de vols et à ce moment-là, ils ont fait quelques années et jusqu'au Costco, ils ont vendu des haut-parleurs pendant quelques années. Ensuite de ça, bien sûr, c'était des entrepreneurs et ils trouvaient qu'ils étaient encore trop jeunes. Ça, c'est un. Et deux, il y avait un phénomène qu'ils avaient vu aussi. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Et je vais prendre un peu l'exemple des subwoofers. Là, un subwoofer, autrement dit, quand on a ça dans le son, ça nous passe un peu à travers le corps. C'est une fréquence. Fait que là, les gens ont eu une idée en début 2000 de dire, hey, on va inventer une façon de regarder le cinéma à domicile. Fait que la première phase de D-Box après ces haut-parleurs, ça a été, j'appelle ça, de bâtir une technologie vraiment, excusez-moi, from scratch. OK, c'est quoi une expérience qui allait impacter le corps humain? Donc, comment qu'on allait coder des événements? Si, exemple, il y a une bombe, comment qu'on allait la coder? S'il y a un véhicule, donc, tout pensait à cette notion-là. Si on réussit à la coder, comment qu'on va faire parler, comment qu'on va transmettre cette information au corps. Donc, de façon très, très courte, la première phase était d'inventer de toutes pièces une expérience qui impliquait de revoir des moteurs, mettre des logarithmes en place, trouver des composantes physiques pour faire bouger le corps et surtout comment on peut se connecter avec du contenu. Bien sûr, en début 2000, on ne parlait pas d'immersivité, on ne parlait pas de marché virtuel, on ne parlait pas de millennials ou d'expérience, etc. Fait que moi, j'appelle ça, cette phase-là, technologie en recherche d'un marché. Donc, les années 2000 à 2010 ont été vraiment un périple de prendre cette solution-là qui a fonctionné, qui a commencé à domicile, mais qui coûtait 20 000 US, 30 000 US par temps, qui était une belle technologie. Et là, la compagnie a commencé à se ramasser dans plusieurs projets. On connaît les parcs d'attractions à Disney, mais effectivement, cette technologie-là qui était coûteuse à domicile, bien, il y en a des gens qui l'ont pris, puis on dirait, moi, je pourrais développer une expérience immersive moins chère pour les parcs d'attractions. Donc, il y a eu, première chose, trouver des projets. Donc, la compagnie était longtemps, d'un point de vue projet, là, 2000 à 2010. Beau périple, bonne expérience. La compagnie se ramasse dans la course automobile, dans les parcs d'attractions, dans les musées, même dans le côté médical, mais bien sûr, la compagnie était encore très petite. On parlait de 5 millions de chiffres d'affaires et beaucoup de millions dépensés. Comme toute entreprise, c'est comment qu'on passe à une autre étape. Fait que la phase que j'appelle qui a commencé en 2010, c'était de trouver un marché pour faire connaître la technologie à l'échelle mondiale, puis aussi faire de l'argent. Et c'est là que D-Box a inventé vraiment l'expérience immersive en cinéma. Donc, des petits kids de Longueuil ont pris l'avion et sont allés à Los Angeles essayer de convaincre des studios pour leur dire en début 2008-2009 qu'il allait avoir un marché pour créer une expérience immersive dans les salles de cinéma. Les studios de Hollywood ont bien sûr dit non. Après beaucoup de discussions, on a réussi à lancer les premières salles de cinéma avec les premiers films. Donc, D-Box a commencé dans le domaine du cinéma en salle avec Fast and Furious en 2009-4, qui a été une explosion, autrement dit, dans la tête des gens, de la perspective. C'est là que D-Box est passé d'une entreprise peu connue à une entreprise connue mondialement pour les salles de cinéma dans l'expérience immersive dans une quarantaine de pays maintenant, plus de 20 000 bancs vissants. Et la dernière phase que je peux dire, là, pour garder ça simple, autrement dit, toute l'arrivée de la réalité virtuelle, toute l'arrivée, autrement dit, dans ce qu'on appelle du méta, tout qu'on arrive, les musées qui se transforment, la technologie a commencé à s'implanter dans plusieurs marchés, donc dans les secteurs de divertissement, les petites localisations, les arcades. Donc, D-Box maintenant est une entreprise de divertissement à l'échelle mondiale qui est partie d'une petite boîte de haut-parleurs à travers le cinéma et maintenant qui est rendu un joueur intégré dans toutes les salles, tous les secteurs du divertissement, principalement les cinémas en salle,
tout le divertissement commercial et aussi maintenant avec une tendance qu'on s'en va consommateur dans le gaming et dans la course automobile. Si je peux peut-être rajouter, là, une des choses qui caractérise D-Box, moi, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai jamais vu ça ailleurs nulle part, là. Vraiment, tout ce qui est créativité et innovation chez D-Box, là, c'est vraiment ce qui caractérise l'entreprise. C'est une entreprise qui n'est pas à court d'idées. D-Box a inventé une technologie, mais il développe des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Puis si on s'écoutait, là, chaque jour, on développerait un produit. On va dans des conférences, Sébastien et moi, on arrive d'une conférence, on est allé visiter des exploitants de cinéma. On arrive aussi d'une conférence qui s'appelle Sim Racing Expo, qui est tous les simulateurs de course dans le monde entier, tous les manufacturiers, puis tout ça. Puis juste à les écouter, c'est un peu essoufflant. C'est-à-dire, il y a toujours des nouvelles idées qui ressortent en discutant. Ça nous amène à devoir nous focusser parce qu'on pourrait facilement s'éparpiller juste à écouter les nouvelles idées ou juste à s'écouter nous-mêmes avec nos idées créatives et innovantes. Là. Vous vous êtes vraiment illustré sur la scène internationale. Vous avez un bureau chef à Longueuil, un bureau à Los Angeles aux États-Unis, un bureau à Beijing en Chine. C'était quoi les premiers ambassadeurs pour vous sur les marchés internationaux? Le bout, je pense, qui a été un élément clé. Moi, je dirais, c'est probablement, on retourne en arrière, l'arrivée du cinéma en salle. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il y avait plein de beaux projets avant, mais souvent, des box n'étaient pas visibles. J'ai un exemple, si tu fais un gros projet dans un parc d'attractions, puis même si c'est nous autres qui bâtit l'expérience haptique, les gens ne savent pas que c'est des bugs. Fait que c'était comment se positionner pour que des gens qui ne savaient pas c'était quoi une expérience des bugs d'haptique. Et ça a été vraiment l'idée du cinéma en salle, parce que ce qui était intéressant, le cinéma en salle, c'est que les gens, là, on avait un produit D-Box visible, donc d'un point de vue brand marketing, on a souvent dit qu'on avait installé des sièges de cinéma en salle qui nous rentraient de l'argent. Puis cet argent-là, dans le fond, on était payé pour bâtir notre brand. Fait que c'est vraiment là que ça a fait un élément là, ça a fait une crédibilité à l'échelle mondiale, peu importe la langue, peu importe les cultures, peu importe l'âge, autrement dit, de connaître des box. Et deuxièmement, même si on prend les Disney, puis des Warner Brothers, puis l'Universal, des gros studios d'Hollywood, ben on ramène du profit directement, autrement dit, puis qu'on est en relation avec. Fait que je pense que c'est un des gros éléments clés, là, si j'avais à retourner en arrière, qui a vraiment passé. Puis c'est à ce moment-là, la compagnie est passée de 5 à 25 millions de chiffres d'affaires, principalement là. Donc, il y a eu un beau rayonnement mondial, autant, excuse-moi, l'expression en B2B, donc dans les partenaires commerciaux, mais aussi avoir plein de gens passionnés de divertissement qui commençaient à parler de D-Box. Moi, je pense que tout le cinéma, Sébastien, c'est ça qui nous a mis un peu sur la map, là, évidemment. Aujourd'hui, plus de 810 salles d'installer en D-Box à travers le monde. C'est près de 20 000 sièges. Évidemment, dans certains pays, c'est des salles au complexe au D-Box. Dans certains autres pays ou certains autres exploitants de cinéma, c'est des rangées. Habituellement, c'est plus particulièrement des rangées. Mais c'est vraiment ce qui a mis D-Box sur la map. L'autre secteur, évidemment, il a fallu effectivement convaincre les studios parce que c'est pas super facile là, de comprendre D-Box, le côté du cinéma. Tu sais, on prend des films, on les encode, c'est-à-dire qu'on rajoute une piste haptique pour être capable que quand les films sont joués en salle, ben, que l'expérience, la piste haptique joue et puis que ça se reflète dans le siège. Là. Donc ça, c'est un processus. Il faut aller négocier avec les studios l'acquisition des films. Évidemment, avec la pandémie, vous pouvez imaginer les studios, les exploitants de cinéma fermés, ben, ça nous a vraiment touchés. L'entreprise a été touchée. Mais en même temps, il y a d'autres secteurs qui se sont un peu révélés. Là. Tout ce qui touche la simulation de course, c'est un secteur qui actuellement boom depuis 2 ans. D-Box est vraiment un incontournable dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de manufacturiers de volants, il y a beaucoup de manufacturiers de châssis et d'écrans et tout ce que vous voulez, mais dans tout ce qui est la technologie haptique ou le mouvement, la texture, la vibration, là, ce qui vraiment nous caractérise, ben, on est à peu près tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette précision-là et ce réalisme-là. C'est vraiment ce qui nous distingue. On rajoute quelque chose à une expérience, puis c'est très réaliste et on essaie de refléter ce que le réalisateur du film a voulu passer comme message. Ça s'en va où, les technologies haptiques? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait dans le monde de la formation professionnelle? Nicole, c'est une excellente question. On n'a pas tout l'horizon de temps, mais puis je suis un gars assez conservateur de nature. Dans notre futur, l'haptique, puis après ça, je vais revenir, Nicole, spécifiquement à ta question, va être partout dans nos vies. Je vais ça faire une petite anecdote. Dans le domaine du cinéma, maintenant, les expériences, on les voit, puis on les entend à travers le son. C'est principalement les deux premiers médiums. Si on retourne en arrière, quand il y avait des films muets puis qui ont voulu mettre les paroles, ce que les gens ont dit, c'est que ça allait distraire les gens. Il ne fallait pas que les personnes parlent dans un film. Fait que maintenant, c'est un peu normal qu'on dise qu'on a la notion de on voit une expérience, qu'elle soit en 2D, en 3D, etc. Et effectivement, l'audio. Ce que l'haptique apporte au niveau des fréquences, dans une largeur de fréquences, c'est une capacité de rendre n'importe quelle expérience proche de la réalité. Donc, je vois 2 endroits de développement de l'haptique. Un au niveau, comme tu as dit, de comment on va vivre l'haptique. Donc, D-Box présentement se spécialise dans des sièges, une expérience assise. Mais effectivement, on les voit parler. Donc, une expérience pourrait se toucher avec les mains, donc d'avoir des gants haptiques, des vestes haptiques, donc différents périphériques qui permettraient dans une expérience
expérience intégrée, de faire ça. Fait qu'il va y avoir des éléments, j'appelle ça, il y a des souliers haptiques qui existent présentement là. Donc, selon le type d'expérience, où est-ce que tu dois devoir faire ressentir le tout. Là, donc, je pense qu'il est extrêmement intéressant, je vais donner des exemples clairs, c'est effectivement, là, présentement, on est dans le divertissement parce que c'est là qu'il y a le plus grosse rapidité d'attraction, mais c'est prouvé qu'il y a des fréquences haptiques, on travaille là-dedans, qui ont des éléments médicaux. Traitement de l'autisme, on a travaillé avec des simulateurs pour que les gens en perte de mobilité puissent revoir la mobilité, c'est des choses qu'on peut faire. On a travaillé avec les projets de l'opéra pour voir comment l'opéra, autrement dit, vivre une opéra à la maison, puis comment ça travaillait. Les fréquences également ont une capacité de concentration pour aider la concentration. Donc, l'haptique va faire partie de notre divertissement, de notre relaxation, de notre apprentissage à l'école. Chaque segment va aller avec une certaine vitesse, mais c'est vraiment là que le monde va être là. Dans le futur, toute expérience, on va la vivre à travers le corps humain parce que c'est ce qu'on se rappelle le plus. On s'en va dans un concert, puis on revient, puis la musique nous a passé à travers, puis on dit que c'était vraiment cool. C'est là qu'on s'en va dans tous les types d'expériences. Actuellement, notre créneau, c'est pas mal le divertissement, là, que ce soit la simulation de course, le cinéma maison, le cinéma commercial, puis les parcs d'attractions. Et aussi le gaming, là, on arrive avec une nouvelle chaise de gaming avec un partenaire, donc une chaise que vous connaissez, une chaise de bureau, sauf qu'on rajoute un actuateur, là, qui est l'équipement qui permet de transmettre la technologie haptique sur cette chaise-là. Et donc, le joueur va bénéficier de l'expérience. Donc, quand il va se faire tirer dessus, la chaise va bouger. Quand il va tirer un coup de feu, évidemment, la chaise va bouger. Un peu de la même façon que ça se fait avec le film, sauf que ça va être du côté du gaming. C'est un peu là qu'on s'en va. Il y a tout le côté simulation-formation qui est encore, c'est un secteur qui est là depuis les origines de D-Box. De plus en plus, là, toute la formation sur la grosse machinerie, là, des compagnies comme Caterpillar, John Deere, utilisent évidemment des engins ou des simulateurs pour former les gens à utiliser leur machinerie. Donc, D-Box fait partie de la solution. Le gros marché, pour nous, ce qu'on voit, là, c'est encore le divertissement. Le gaming, pour nous, là, je vous dirais que c'est assez prometteur. J'ai encore eu un appel avec notre fournisseur hier en Asie. On va présenter la nouvelle chaise de gaming au public pour la première fois avec une chaise, une compagnie qui s'appelle Cooler Master en Asie. On va être au CES au mois de janvier, le Consumer Electronics Show, début janvier à Las Vegas, puis la chaise va être là en démonstration. Il nous disait qu'il y avait déjà 50 médias qui avaient booké des rendez-vous pour essayer la chaise. Puis ils ont fait des essais à l'interne. La semaine passée, on fait un événement à l'interne au bureau. Il y a 500 employés qui se sont déplacés, évidemment pas juste pour ce produit-là, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé la chaise et qui ont dit que l'expérience était fantastique. On a très hâte de voir un peu ce qui va se passer, mais on est très optimiste avec ce nouveau marché-là qui se développe au D-Box. Stéphane a parlé de la formation, mais je pense que ça montre, grâce à la technologie, on le sait à l'AQT, c'est des compagnies de technologie, tout devient de plus en plus possible. On parle maintenant de la formation professionnelle, on prend l'exemple que les gens connaissent. CAE vend des simulateurs à 20 millions, mais maintenant, tellement que c'est rendu réaliste, les gens peuvent acheter un logiciel de Microsoft pour 89 $ à la maison, puis de faire comme s'il était un pilote à domicile. Fait que c'est ce qui est en train de se passer. On appelle la démocratisation de ces expériences. Avant, ça coûtait cher. Bien sûr, tu ne deviendras pas un pilote à cause que tu prends ton logiciel. Mais visuellement, je peux vous dire que c'est pas mal similaire. Fait que là, les gens commencent à se mettre ça. Ils commencent à se mettre l'actuateur. Ils commencent à se mettre des panneaux. Puis c'est ce qui se fait. Fait que c'est la démocratisation de grosses expériences qui prenaient beaucoup d'argent, qui maintenant, progressivement, s'en vont à l'accès, soit dans des milieux commerciaux ou ensuite de ça pour le consommateur. D-Box a été lauréate cette année. La catégorie du prix, c'était pour les partenariats. Donc, une entreprise dont l'ADN mise sur les partenariats. J'ai envie de dire Dancing with Elephants, là, souvent dans votre cas. Comment vous gérez ces partenariats-là avec des géants? Tantôt, Stéphane a dit quelque chose, focus. Donc, une des choses qu'on croit énormément à D-Box, tout le monde pense qu'on est bon dans tout et dans quoi qu'on est exceptionnel. Et D-Box, qu'on a fait de la raison qu'on est allé dans un rôle de modèle parce qu'on se dit on se ramasse dans le racing avec des joueurs, Nicole, comme tu as dit, là, c'est des éléphants, des mammouths, des brontosaures comme grandeur, ils ont des milliards dans leur compte de banque, etc. Donc, ça a été vraiment de dire où est-ce que D-Box est exceptionnel. Et nous autres, on a dit on va se concentrer là-dessus, donc bâtir des expériences haptiques, donc se connecter à des gens qui créent des histoires ou créent des expériences. Comment qu'on va coder l'expérience haptique et transmettre la meilleure façon au monde l'expérience au consommateur. Et on a dit ça, c'est notre core, là. Puis là-dessus, on va être the best of the world. Mais dans tout le reste, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, mais on va trouver du monde qui est meilleur que nous autres. Et donc, si on veut être, sur 24 fuseaux horaires, dans 9 langues, dans 70 pays, puis avec des écosystèmes qui se parlent. Fait que pour ça, je vais laisser à Stéphane, mais c'est ça, moi, je peux dire la simplicité. Quand on parle de focus, c'est extrêmement dur parce que tout le monde veut tout faire, mais c'est là qu'on a dit à un moment donné, notre approche de base va être de travailler avec des partenaires qui sont des chefs de file dans leur segment. Et oui, on
partage la tarte ou le gâteau ensemble, mais on est mieux partager un plus grand gâteau puis travailler avec les meilleurs de leur secteur. Fait que je vais passer pour Québécois la POC pour faire une petite passe à Stéphane pour dire comment on travaille avec des partenaires, mais c'est ça la logique et notre focus stratégique de D-Box de comment travailler. La façon dont on adresse le marché, c'est qu'on vend pas, D-Box ne vend pas directement aux consommateurs. On passe au travers de partenaires, des revendeurs ou des intégrateurs. Donc, évidemment, il y a quelques exceptions. Là. Parlons du cinéma. Évidemment, on vend les sièges directement aux exploitants de cinéma. Le modèle d'affaires avec le cinéma est assez simple. Les gens, ou en fait, prenons l'exemple de Cineplex, qui est au Cinemark aux États-Unis. Ils achètent des sièges, on les installe, et là, évidemment, on leur fournit des films à toutes les semaines. On a un code à peu près entre 50 et 60 films par année. Il y a des royautés qui sont générées sur les billets vendus. Il y a une partie qui revient à D-Box. On a à peu près plus de 50 partenaires, donc plus de 50 exploitants de cinéma. Il y a des gros. Notre plus gros aux États-Unis, notre plus gros, c'est Cinemark. On a à peu près plus de 300 salles avec eux. Bon, Cineplex, c'est vraiment un gros joueur aussi avec nous. Aux États-Unis, en Australie, Hoyts, qui grandit rapidement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement avec un peu la fin de la COVID. Là, les gens veulent se payer une expérience qui est différente de ce qu'ils ont vécu dans leur sous-sol à streamer du Netflix. On a à peu près 65 salles à installer qui ne sont pas encore installées. Tous les autres secteurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on passe au travers de revendeurs, de la simulation, la formation. Il y a quelques joueurs avec qui on travaille. Des simulateurs de course, évidemment. Il y a plein de compagnies, des intégrateurs qui, eux, vont chercher des volants, vont chercher des sièges, vont chercher des châssis, ils rajoutent la technologie haptique, puis ils vendent différents types de simulateurs. Des simulateurs qui vont aller de 5 000 $ à 200 000 $. Ça va jusque-là. Les gens peuvent personnaliser ça en fonction de leurs besoins. Vestaroon, un de nos partenaires en Angleterre, montrait cet été, je suis allé le rencontrer, il montrait un simulateur de course d'un gars qui a une Porsche GT3. Il voulait avoir la même chose dans son simulateur que la GT3. Donc, il y a le même volant, les mêmes pédales, le même shifter pour avoir exactement la même expérience en simulation que dans sa voiture. D-Box, c'est 130 partenaires qui revendent les produits de D-Box. Nous, évidemment, moi, je suis responsable de la stratégie de produit, le marketing. Je travaille avec ces gens-là, développe des campagnes. Donc, prenons exemple Avatar, on investit plus de 50 000 $ avec nos partenaires dans une campagne de visibilité pour faire connaître D-Box. Donc, on travaille avec eux là, pour stimuler la vente de billets. Puis D-Box, bien évidemment, le site web rayonne beaucoup. Là, on génère beaucoup d'opportunités vers nos partenaires. Donc, les gens viennent sur le site de D-Box, veulent acheter des billets, veulent acheter des produits. Comme on ne vend pas directement, bien, on renvoie ces opportunités-là vers les sites des partenaires en espérant qu'il y ait de la conversion. Donc, c'est un peu ça le modèle avec les partenaires. Excellent. Ben, écoutez, c'est super intéressant. Une très grande fierté de vous avoir découvert. Continuer à faire rayonner le Québec à travers le monde. C'était la dernière capsule de l'AQT pour 2022. On vous retrouve en 2023. Merci à Stéphane Vidal, Sébastien Maillot pour avoir été des nôtres aujourd'hui. On se revoit en 2023 parce qu'ici, on parle techno.